Steve Tailamé est avec nous ce soir, thérapeute holistique et agrégé de philo. Pour notre émission Drive Back, en première partie, nous aborderons le pardon. Bonsoir Steve. Bonsoir Claudine, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue dans ce studio de Martinique la Première. On vous reçoit assez souvent au sein de cette émission ces jours-ci. C'est vrai que nous essayons avec vous de comprendre un peu notre environnement, de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur des individus, comment ils pourraient se questionner sur certaines thématiques, en l'occurrence le pardon. Je te pardonne, mais auparavant je me pardonne. Ces deux phrases, où on a l'impression qu'elles ont la même définition, mais ce n'est pas le cas du tout, puisque il faut passer par l'une pour essayer d'arriver à l'autre ou de faire acte de pardon. Voilà ce que je voulais dire en préambule de cette émission. Peut-être juste un petit mot sur ça. Oui, en fait, vos deux phrases, je te pardonne, je me pardonne, c'est très intéressant parce que c'est ce vers quoi j'aimerais qu'on arrive petit à petit, c'est comprendre que le pardon n'est pas quelque chose de personnel, d'interpersonnel, que la notion ultime du pardon, c'est cette notion de se libérer de la charge traumatique que peut constituer le sentiment d'avoir subi l'injustice, l'humiliation, le non-respect, etc. Et qu'il y a dans ce mouvement du pardon quelque chose qui dépasse cette notion de je pardonne à quelqu'un pour arriver vraiment à une libération qui passe aussi par je me pardonne de ce que je me suis laissé vivre parfois, de ce que aussi j'ai permis à cet événement ou à cette situation qui peut être sur la durée parfois d'avoir eu un impact sur ma vie. Cette notion du pardon, elle dépasse justement la notion d'altérité et le pardon, c'est quelque chose qui nous connecte à quelque chose de beaucoup plus grand, qui est vraiment cette notion de se libérer réellement. Et pour vous, ce serait quoi la définition du pardon? Vous pourrez nous le dire au 17 88 60, numéro de la ligne Drive Back, ou bien en direct tout à l'heure à 20h30 pendant le prochain titre, au 05 96 63 23 23. Quel est le sens premier du pardon? Alors c'est intéressant, le mot pardon, ça vient du latin perdonare, qui signifie rendre, remettre entièrement. Le préfixe per, on le retrouve dans perfection, dans le même préfixe que pardon, on le retrouve dans parfait. Ce qui est parfait, c'est ce qui est fait intégralement, c'est ce qui est complètement abouti. Et le pardon, c'est le fait de redonner, de rendre, de remettre intégralement l'offense. Comme on dit chez nous, rendre coucou. Alors non, justement, c'est l'inverse. C'est justement rendre. Alors à qui? Rendre à quelque chose de plus grand que nous, à se libérer en fait, se dégager de l'impact que une offense ou une situation difficile a eu sur nous. Donc étymologiquement même, dans cette notion de pardon, il y a cette idée de libération. Et c'est intéressant parce que là on voit que le pardon est d'abord avec cette acception là, cette compréhension, et on le retrouve beaucoup justement dans tout ce qui relève de la thérapie. On va en parler après. Le pardon est avant tout quelque chose qui relève d'une relation de nous à nous-mêmes. Pardonner, c'est décider de se libérer, de rendre, de libérer, de se dégager, en fait, de l'impact qu'on a choisi ou qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu faire autrement souvent, mais qu'on a laissé à un événement, à une personne, à une situation avoir sur notre vie. Je le rends. Alors bien sûr, dans une acception spirituelle, on pourrait parler de rendre à Dieu, rendre à l'énergie divine, à la source, se libérer, se dégager. Ça peut être en passant par le fait de s'en remettre et de rendre ça à quelque chose de plus grand que nous. Et mais même sans cette dimension spirituelle connotée religieuse, il y a cette notion donc de renvoyer non pas à la personne dans coup pour coup, mais de se dégager. Et il y a des techniques, il y a des visualisations où finalement à qui je vais pouvoir offrir, rendre ce qui me pèse là,
le grief, la rancune, le ressentiment, aussi des croyances qui peuvent avoir été forgées par des événements douloureux. Et voilà, il peut y avoir par des visualisations, rendre au soleil, en tout cas se dégager réellement. Et il y a une dimension bien sûr psychique, mais aussi énergétique dans ce geste du pardon. Voilà une lecture que vous faites du pardon qui était tout autre à une certaine époque. Quand vous disiez de pardonner, on avait cette image, ou tout au moins celle de quelqu'un qui allait vers l'autre pour lui demander de lui pardonner de ses actes, de ses offenses, etc. Qu'en est-il aujourd'hui de tout ça ? Alors c'est vrai que si on attend que toutes les personnes à qui, par rapport à qui on doit apprendre le pardon viennent s'excuser, demander pardon, parce que c'est encore différent, l'excuse et le pardon, on peut attendre longtemps, et je pense qu'on a peu de chances de pardonner réellement, parce que la plupart, très souvent, justement, c'est ce qui fait que le grief, le ressentiment, la rancune reste, c'est qu'il n'y a pas en face la possibilité, la volonté, mais même la possibilité d'être dans cet acte de reconnaissance du mal provoqué. Parfois parce que le mal est provoqué sans que la personne ne l'ait réellement choisi, sans qu'elle en ait conscience, sans qu'elle en soit capable de le reconnaître. Donc c'est vrai. Vous voulez dire que dans cet acte, aller voir l'autre pour lui dire je m'excuse, enfin je te demande pardon, excusez-moi. Il y aurait encore des stigmates, il y aurait encore des résidus de quelque chose qui serait là, même si on irait au-devant de cette personne. Alors, c'est vrai que aussi, c'est vrai dans ce que vous dites. Intérieurement, je parle. C'est vrai que ce mouvement d'aller demander à l'autre de nous pardonner n'est pas forcément le signe d'une réelle reconnaissance du mal subi. Et c'est vrai que c'est là que, on le voit beaucoup dans des situations d'abus où l'agresseur va demander pardon, mais en fait, il n'y a pas réellement de prise de conscience et il n'y a pas non plus respect de la personne qui a subi. Et c'est là que cette notion, et c'est difficile de réellement avoir ce mouvement de libération qu'est le pardon face à quelqu'un dont on sent par exemple qu'il n'est pas réellement dans une reconnaissance du mal. Mais pour continuer sur ce que vous vouliez dire, on a beaucoup mis en évidence, notamment dans la culture chrétienne, ce devoir du pardon, cette nécessité du pardon, au point même de culpabiliser l'agressé ou celui qui a subi, celui ou celle qui a subi. Comme cette sorte d'exigence du pardon. Et ça, c'est vrai que c'est une des souches de climats complètement abusifs, toxiques, ou dans des familles, par exemple, face à des parents maltraitants ou très négligents, des personnes s'entendent dire qu'il faut absolument qu'elles pardonnent. C'est ton père, c'est ta mère, ça, bon. Et en fait, ça, c'est justement ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas un devoir par rapport à quelqu'un d'autre pour des raisons de morale ou de bienséance ou des raisons religieuses. Le véritable pardon dont on traite, à mon sens, et que vers lequel on va amener les personnes dans un chemin thérapeutique, c'est le pardon finalement de je pardonne parce que j'ai besoin de me libérer de cette rancune qui ferme mon cœur et qui m'empêche d'être ouvert à la vie et de resplendir pleinement ce que je suis. En gros, ce serait reconnaître mon acte, soit pour ne pas recommencer ou pour avancer différemment. En gros, ce serait surtout reconnaître ce que j'ai vraiment subi, vécu, le reconnaître dans ce qui n'est absolument pas justement le déni du mal subi. Parce que quand on se croit obligé de pardonner, ça c'est un petit peu la critique que fait Nietzsche de la morale chrétienne par rapport au pardon, c'est cette croyance qu'il faut absolument pardonner est censée nous faire aller bien, mais en fait elle ne fait qu'entretenir le ressentiment, parce que le pardon ne doit d'abord passer par une reconnaissance pleine. Selon Nietzsche, une forme de faiblesse, c'est ça ? Pour Nietzsche, le pardon dont nous parlons, qui serait un pardon du devoir,
qui vient de l'extérieur avec une injonction au pardon, de nature religieuse ou simplement morale, qui est très culpabilisante, nous entretient dans une sorte dans ce ressentiment qui est lié aussi au sentiment d'impuissance. Et Nietzsche dit que voilà, parfois on est dans cette morale-là qui est inculquée, on va pardonner parce qu'on ne peut pas faire autre chose, parce que on ne peut pas réclamer justice, on ne peut pas être dans une réparation. Et donc, pour Nietzsche, cette injonction au pardon fait partie du côté mortifère d'une morale qui maintient des faibles face à des forts. Et on le voit très bien dans plein de situations judiciaires où finalement la victime, eh bien, peut devoir être invitée à la compréhension de l'autre, au pardon de l'autre, alors que finalement, eh bien, c'est tout un ensemble d'injonctions qui, pour Nietzsche, ne font que maintenir cette domination des forts, des faibles par les forts. Le pardon dont vous parlez aussi, cette image qui vient à l'esprit, quelqu'un monte sur votre pied et vous lui dites, vous excusez d'avoir laissé votre pied traîner, limite. C'est assez marrant, oui. Mais ça ressemble à ça un peu. Ça ressemble un peu à ça. Et Nietzsche est dans cette lignée, parce qu'il dit que quand on dit pardon, on se cache derrière quelque chose, derrière un ressenti finalement qui est un peu phagocyté, quoi, qui n'est pas libéré, puisque vous parlez de libération. C'est à cause de vous, hein, si votre pied ne traînait pas, je ne serais pas monté sur votre pied, et l'image est quand même assez forte. Et c'est pour ça que dans ce que vous dites... Oui, en fait, on pense souvent que ce qui nous bloque, c'est de devoir pardonner l'autre et qu'on n'arrive pas. Mais beaucoup plus profondément, il y a aussi la culpabilité. Et c'est pour ça que dans votre introduction, quand vous avez parlé « je me pardonne », il y a une étape dans le pardon aussi, c'est « je me pardonne ». Je suis dans un chemin de pardon pour moi-même, d'avoir subi, d'avoir accepté, de ne pas avoir su avoir le bon positionnement. Ce qui est intéressant avec cette image du pied mal placé, voilà. Et donc, ça fait partie aussi du pardon et ça demande une introspection. Et ce pardon-là, c'est donc, ce n'est pas le pardon à quelqu'un. C'est un pardon de libération et de prise de hauteur par rapport à une situation. Finalement, dans laquelle, eh bien, on arrive à trouver une certaine paix, par rapport à laquelle on arrive à trouver une certaine paix, quand on a dégagé effectivement la culpabilité et la rancune, le grief. Alors Nietzsche qui dit que le pardon, entre guillemets, c'est pour les faibles, hein. Là je vais vite, hein, en besogne, sans pouvoir développer, hein, puisqu'on donne certains aspects, puisque ce soir nous parlons du pardon avec vous. Et puis il y a les stoïciens qui ont une autre position. Alors je voudrais dire aussi que le pardon dont parle Nietzsche, c'est le pardon chrétien, le pardon de la morale. Et c'est ça qui est intéressant avec ce thème du pardon, c'est que parfois on va pas. Certains auteurs parlent du pardon, ils disent pardon, mais voilà, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Chez les stoïciens, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que les stoïciens, ils posent comme principe que le pardon, là je dirais que le pardon dont ils parlent se rapprocherait d'une sorte de compromission ou d'indulgence qui ne tiendrait pas compte de la justice, des principes, des valeurs morales. Et donc pour les stoïciens, pardonner, ce n'est pas un acte forcément sage, mais ce pardon dont ils parlent, ce sera un pardon de complaisance. C'est-à-dire que pour les stoïciens, on doit être en mesure d'évaluer clairement ce qui est de l'ordre du correct, du juste, et ce qui est de l'ordre de l'injuste. Et le point de vue des stoïciens, c'est que parfois on peut être amené à pardonner des choses au sens où je disais de complaisance, parce que finalement on choisit de mettre nos valeurs, nos principes, et les stoïciens sont très portés sur cette notion de justice et de qualité d'âme. Eh bien on va choisir d'être plutôt dans la complaisance parce qu'on n'a pas la force intérieure de poser ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Donc, d'un côté, on a chez Nietzsche le pardon dont il parle, c'est un pardon qui serait imposé,
qu'on aurait un devoir intériorisé qui nous amène à être dans la soumission et donc le ressentiment et donc le sentiment d'impuissance. Et d'un côté, les stoïciens pour qui cette notion de pardon, ce qu'ils cherchent à éviter comme écueil, c'est la complaisance qui serait une sorte d'amollissement moral. Et voilà. Là encore, pour revenir un petit peu sur les stoïciens, c'est-à-dire que la douleur qu'on peut ressentir ne doit amener un certain recul, c'est ça. C'est-à-dire que quand je parle de douleur, puisque par rapport à si on est victime, comme vous le disiez tout à l'heure, cette douleur, avoir une forme d'impassibilité face. C'est ce qu'ils appellent l'apathie, c'est-à-dire le sentiment, la paix de l'âme face par rapport aux choses. Mais oui, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une sorte de clairvoyance par rapport à ce qui est vécu, mais les stoïciens, être stoïque, c'est ne pas être transporté dans le langage courant aujourd'hui par des émotions. Donc d'un côté, on va pas non plus sombrer dans le ressentiment, dans le désir de vengeance, mais en même temps, en quel sens ils ne sont pas pour le pardon, c'est que ce qui a été vécu doit être vu pour ce que c'est. Et justement, c'est vraiment lié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la façon dont et le pardon dont Nietzsche parle et dont beaucoup de personnes parlent quand ils disent non, je ne pardonne pas, je ne pardonnerai pas, c'est cette volonté de ne pas être dans le déni du mal subi. Et ça, en thérapie, c'est clair que pour pouvoir se libérer de quelque chose qui a été vécu, subi, il est très important d'aller réellement retrouver, notamment, ça peut être l'enfant, le jeune homme, la jeune femme qui a vécu des choses difficiles, aller réellement recontacter ce qui a pu être mis sous le tapis pendant des années, par déni, parce que, et là ça revient un petit peu à ce que Nietzsche disait, parce qu'on n'était pas capable de faire autrement que d'occulter. Mais à un moment, dans le cadre d'une thérapie, et l'objectif ce n'est pas de recontacter une violence ou une colère sans fin, mais d'aller réellement regarder ce qui a été vécu stoïquement, dans cette espèce de capacité maintenant à voir, pour pouvoir réellement, alors on a fait une émission sur l'enfant intérieur, mais guérir cet enfant intérieur en reconnaissant, ou cette jeune femme intérieure, ou ce jeune homme intérieur, reconnaissant ce qui a été vécu. Et à ce moment-là, à partir du moment où il y a cette reconnaissance, il peut y avoir, donc il va passer par des phases effectivement de colère, où tout éventuellement ce qui a été mis sous le tapis pendant des années va remonter. Eh bien, à ce moment-là, c'est précisément parce que cela remonte de façon accompagnée, consciente, que l'on peut libérer. Et c'est là que on voit, donc c'est la définition du pardon en thérapie, c'est se dégager. Mais se dégager, ce n'est pas mettre le pansement par-dessus pour occulter. Est-ce que c'est oublier, être faible ou juste s'excuser, le pardon ? Alors, le pardon, ce n'est pas forcément excuser non plus. Ce n'est pas forcément excuser parce que il y a des choses pour lesquelles il est difficile de trouver des excuses. Et la difficulté de ceux qui veulent pardonner parce qu'il faut, vont parfois avoir cette stratégie de trouver des excuses. Mais parfois, il y a des choses qui sont inexcusables, mais que pourtant, on va pardonner dans le sens où on va s'en libérer. Et donc, se libérer de ce dont, de ce qui nous pèse, c'est aussi dépasser cette posture du faible qui, pour parler de ce triangle de Karpman, ce triangle victime-bourreau, sauveur. Bon, le sauveur, là, on va pas trop en parler pour l'instant, mais réellement pardonner, c'est ne plus se vivre comme la victime. Non pas parce que on va considérer que le bourreau est finalement quelqu'un. Alors bien sûr, parfois ça peut passer par la compréhension.
et de trouver de réelles, non pas excuses, mais de réelles compréhensions du comportement toxique de quelqu'un, de la souffrance de quelqu'un qui, effectivement, du coup, en effet ricoché, nous a fait du mal sans le vouloir. Ça peut passer par là. Sans avoir de l'empathie, parce qu'on pourrait croire que là, il y a de l'empathie, hein, quand on essaie de comprendre ce que le bourreau a pu vivre, son parcours de vie, son récit de vie, etc. Alors, c'est pas ça du tout. Ça peut passer quand même par un chemin d'empathie, de comprendre une souffrance, mais ce n'est pas une empathie qui serait un déni de nous, ce qui a été vécu. Et ce n'est pas une empathie qui va non plus forcément entraîner le fait que finalement on va rester amis ou très proches. Oui, cette empathie-là ne signifie pas nécessairement qu'on va qu'on est pas en mesure de faire des choix clairs par rapport à une personne qui ne serait pas bonne pour nous dans notre vie, par exemple. Donc cette empathie-là, c'est une compréhension, mais qui n'empêche pas de prendre des décisions. Parfois, ça peut être de ne plus revoir quelqu'un, de prendre des distances de façon très radicale, où on n'est pas dans la rancune, le pardon est fait, mais justement parce qu'on est libéré de ce passé, on peut aller vers autre chose. Mais on voit bien qu'il y a des personnes qui vivent dans la rancune avec des gens qu'ils voient tous les jours. Hein. Alors que parfois, le réel pardon, parfois c'est une rancune pas reconnue. Et tandis que le réel pardon va peut-être nous amener justement à nous libérer aussi de certaines situations. Il est 20h31 sur Martinique la première. Nous avons des messages sur le 17 88 60. Continuez à les laisser. D'ailleurs, nous reviendrons sur ces messages après la musique de Harmonique et pendant ce titre, Papka séparé. Vous pourrez nous appeler au 0596 63 23 23 pour être en direct avec Steve Tailamé. Ce soir, j'appelle qu'il est thérapeute holistique, agrégé de philo et de lettres. On revient dans quelques instants. Nous avons un sujet sur le pardon et des questions au 17 88 60 avec Muriel qui nous dit ceci. Bonsoir Claudine, faut-il tout pardonner? Je crois que vous aviez répondu il y a un petit moment, donc avant la musique, mais on peut y revenir. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent parce que la personne qui est en face, qui a subi, d'ailleurs vous avez utilisé ce mot, est-ce qu'elle forcément se positionne en victime? Bon, ça, on peut pas vraiment le savoir, mais la personne qui a subi se dit, mais est-ce que je dois pardonner ce qu'on vient de me faire, ce que je viens de vivre, qui me fait mal, qui est douloureux, etc. Oui, alors donc cette question intéressante, déjà il y a une chose intéressante, c'est le mot faut-il, que j'aimerais remplacer par le mot on a intérêt, hein, puisque derrière cette notion cette expression faut-il, ce verbe, il y a une idée de devoir. Or, dans ce que j'essaie de développer, il n'y a pas d'obligation. C'est que le pardon est un choix, et je dirais un choix égoïste, un choix pour soi. Est-ce que je choisis de garder complètement l'impact de ce que j'ai vécu en cristallisant, en focalisant sur cette situation? Je ne dis pas que c'est facile de se défaire de ça, hein, mais ce que je dis c'est, est-ce que je choisis de vivre dans le ressentiment et la rancune comme une victime condamnée, ou est-ce que je fais le choix de me libérer? Et la définition que j'invitais à avoir par rapport au pardon, c'est cette notion de se libérer. Donc il y a cette question, est-ce qu'il y a des choses qui sont pardonnables et d'autres pas? C'est un petit peu ce que j'essaie de développer tout à l'heure. Il y a des choses qui ne sont pas excusables. Mais est-ce qu'on le comprend comme ça? Parce que vous dites qu'il faut se libérer, c'est-à-dire faire sortir, en tout cas, ne plus avoir cette sensation à l'intérieur de soi. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez pesant, c'est la culpabilité dont vous parlez. C'est-à-dire que même si cette personne se dit « il faut que je me pardonne » et éventuellement, si on pouvait m'accompagner à ce que je puisse arriver à cette phase de dégagement, de libération, de guérison, presque, mais n'empêche que dans mon entourage, dans la société, on me dit qu'il faut, voilà, puisqu'on revient à cette injonction, il faut pardonner, et c'est ça qui est libérateur. Aller se pardonner, aller vers l'autre pour lui dire toi petit mot, etc. Le pardon dont je parle, en fait, ce n'est même pas un pardon par rapport
en thérapie, l'idée Comment se défaire de ces schémas qui sont là, bien ancrés, qui nous culpabilisent au fil du temps. Et en fait, il y a aussi cette confusion entre le pardon et le fait de croire que le pardon va instaurer une relation à nouveau avec la personne nécessairement. Mais c'est pas du tout ça, le pardon. Le pardon, c'est j'accepte de me libérer de ce que j'ai vécu, moi, avec moi-même. Et ça va peut-être me permettre d'être dans une relation saine avec cette personne. Ça dépend du degré de ce qui a été vécu peut-être, ou du degré de toxicité ou de malveillance de la personne, éventuellement. Mais c'est d'abord une relation, quelque chose qui concerne moi avec moi. On peut avoir pardonné avec quelqu'un et savoir qu'on n'a rien à lui dire et qu'on ne sera pas son ami, qu'on ne va pas rester un ex-mari ou une ex-femme amie, ou qu'on n'a rien à lui dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné parce que on n'est pas retourné dans une relation ou qu'on n'a pas d'affinité avec la personne. Donc c'est toujours cette notion de confusion où on croit que le pardon, on peut être en paix avec quelqu'un avec qui on ne parle pas. Mais avant tout, il faut être en paix avec soi. Et on peut être en conflit avec quelqu'un qu'on appelle tous les jours. On peut avoir du ressentiment gangréné avec tout le pu psychologique qu'il y a. De proches, notamment les papas, les mamans, enfin les pères, les mères, assez souvent c'est un peu comme ça. Parce qu'on se sent obligé. Ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi des personnes, des collègues, des choses, voilà. Ou oui, donc la notion de pardon, de ressentiment n'a rien à voir en réalité avec le fait d'être en communication, en contact ou en affinité avec les personnes. Et c'est ça, derrière cette question, faut-il tout pardonner, il y a énormément de choses à clarifier. Tout dépend, si on entend par faut-il tout pardonner, si on entend par pardonner, excuser, non, il y a des choses dont on sait très bien qu'elles ne sont pas bonnes et on n'a pas à chercher des excuses ou à se sacrifier par rapport à des choses qui ne sont pas justes, pas bonnes pour nous, pour notre entourage. Ça, c'est une évidence. Et tout le travail de psychothérapie, de thérapie, de travail intérieur, c'est justement dépasser ces injonctions au pardon, où on va apprendre à poser des limites. Même si on a pardonné, on pose des limites. Et parfois, dans certains cas, où ce ne sont pas des personnes malveillantes ou réellement mal intentionnées, ça va nous permettre d'avoir des relations saines avec ces personnes, où on va se respecter soi-même, être dans une relation qui permet qu'il y ait une fluidité, et ces personnes qui elles-mêmes ne sont pas des bourreaux, mais elles-mêmes des personnes en mal-être, vont aussi avoir un certain bénéfice à ça. Parce que, par le comportement juste et aligné, qui ne peut venir que d'un réel pardon, dans le sens où on est libéré, où il n'y a plus d'emprise, eh bien, une relation plus saine, en tout cas, peut émerger. Alors, c'est Muriel qui a envoyé cette première question. Elle en a d'autres, enfin une seconde. Et puis, elle nous fait part aussi, elle partage avec nous, une citation de Nelson Mandela, mais elle dit comment pardonner alors que l'émotion est toujours là. Alors justement, c'est vraiment très intéressant parce que justement, le pardon dont je parle, c'est d'aller réellement recontacter toutes les émotions enfouies. Parce que parfois, on a juste le haut de l'iceberg de l'émotion qu'on vit, qu'on ressent au fil de nos journées, mais c'est encore plus profond. Parce que souvent, des choses, là, on parle de l'enfance, mais des choses que quelqu'un va nous faire vivre à l'âge adulte, c'est toute une résonance. La puissance traumatique de ce qui est vécu par rapport à une situation ou quelqu'un, est souvent une réactivation de choses beaucoup plus profondes. Et au-delà de cette émotion qu'on va ressentir là, il faut, en deçà, je dirais, il y a cette notion d'aller dépeloter la pelote de laine pour aller voir jusqu'où. Et c'est là que le réel pardon va advenir, où justement l'émotion va aller être regardée, embrassée. C'est ce qu'on appelle en thérapie ou en spiritualité, aller embrasser ses parts d'ombre. Pour pouvoir, c'est le principe de l'alchimie, je suis en mesure de les embrasser et là je les libère parce que je les reconnais. Je dégage cet enfant intérieur qui, à 35 ans, va être réactivé par une blessure de trahison par exemple. Je vais
plonger dans cette émotion, accompagner. La plupart du temps, c'est comme ça que c'est le plus efficace. Et je vais voir comment cette émotion que j'ai vécue à 35 ans, qui fait que je suis aujourd'hui dans un grief profond, eh bien, trouve sa source dans des choses encore plus profondes qui n'ont rien à voir avec la personne que je crois devoir pardonner par rapport à un événement qui a lieu à 35 ans. Aller en profondeur comme ça sculpte la personnalité? Ça permet de se reconnecter à soi-même beaucoup plus profondément et ça renforce. Parce que justement, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse du pardon des faibles. Ça dévoile. C'est l'inverse du pardon des faibles dont parle Nietzsche. Oui, c'est ça. C'est quelque chose, puisque ça demande énormément de force et de puissance que d'aller embrasser ces pardons. Donc, on ne peut pas pardonner tant que l'émotion est là. Et le pardon consiste justement à travailler avec cette émotion pour pouvoir en être dégagé. La regarder vraiment en face à face. Ça peut passer par réellement la ressentir comme on s'empêche de le ressentir au fil des jours, des soirées, par des addictions, par des divertissements, par une sorte de déconnexion à soi-même. Le travail en thérapie, c'est un moment qu'on s'offre à soi-même pour aller contacter des choses, des émotions, des scories voilà, dans d'autres corps de souffrance, qu'on appelle le corps de souffrance en thérapie, qu'on n'arrive pas à les nettoyer. C'est vraiment comme une purge. Et c'est une purgation, hein, c'est une purgation et c'est ça le pardon. On pourrait dire que le pardon, c'est une purgation. Et donc, oui, on ne peut pas pardonner tant qu'on a encore l'émotion, évidemment. On voit que finalement, l'être est en devenir, est en constante mouvance. Et avec ce type d'événement qui arrive, vraiment, c'est une nouvelle fiche d'identité, qui s'inscrit au fil des jours qui passent, etc. Alors, en fait, ce que vous dites, ça m'évoque tout à fait la résilience, c'est le pardon. Le pardon, alors c'est vrai que le pardon, on parle beaucoup de pardon interpersonnel à quelqu'un, mais on peut être en colère et en rancune vis-à-vis de la vie, par rapport à un accident d'un proche, par rapport à la maladie d'un proche, par rapport à des événements de vie qui ne dépendent pas de quelqu'un. On peut être dans un état de rancune vis-à-vis de la vie elle-même et vis-à-vis de tout ce qu'on projette sur elle. Et la résilience, qui est cette capacité de se relever du pire parfois, eh bien, ça passe par ce pardon qui est en fait une compréhension, une acceptation de ce qui a été vécu, qui opère un véritable retournement, c'est-à-dire que ce qui aurait dû nous mettre à terre nous rend en réalité plus forts. Et ça passe par le pardon de la force de « je me libère malgré tout ». Même si ce que tu as fait est inexcusable, même si j'ai subi et que j'en ai des traces et que peut-être je vais en garder des traces jusqu'à ma mort, ce que j'ai subi, ça va peut-être être une forme de faiblesse, mais de cette faiblesse, je peux en tirer une force. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont de grands résilients, en fait. C'est comme le dit Lise Bourbeau dans son livre sur les blessures, eh bien, une blessure donc qui peut être activée ou ancrée par une situation ou une relation injuste ou douloureuse, eh bien, quand la blessure, elle est guérie, regardée, comprise, quand on est occupé, eh bien, elle dit que voilà, il y a une sorte de transmutation, de renversement, et nos faiblesses vont être transmutées par des forces, en des forces. Et donc, une affirmation de soi, de l'être, de l'individu. Oui. Et ce pardon-là est donc, à ce moment-là, ce n'est pas une paix forcément relationnelle avec quelqu'un avec qui on va rester amis, mais par contre, ça va être une paix face à la vie. Et c'est ça l'enjeu du pardon, c'est de se libérer de ce qui fait que notre cœur resterait fermé. Et si notre cœur, ça, c'est quelque chose, voilà, c'est peut-être difficile à le comprendre, mais on le contacte dans des accompagnements. Si notre cœur est complètement fermé, même à une personne, eh bien en fait, il y a un champ énergétique qui est fermé, malgré tout. Et donc ça va créer une sorte comme de camisole énergétique autour de nous.
C'est pour ça que se libérer par le pardon, c'est un acte que, je répète, on passe de cette notion chrétienne, il faut voilà l'amour de l'autre, etc., avec toutes les dérives que ça a eu, faut quand même le dire, d'abus, de non-amour de soi, d'abus, à une forme d'amour de pardon qui sera un pardon égoïste. Je te pardonne, je te libère, je me libère pour moi et pour mes proches aussi. Parce que me libérer, c'est me donner la capacité d'être à nouveau, non plus dans une posture de victime souffrante, d'esclave, pour reprendre un terme nietzschéen, esclave de sa douleur, de son ressentiment, à la résilience de je peux avancer maintenant. Comme un positionnement dans la société qui serait un peu plus déterminé par rapport à la personne. Voilà la citation que nous a laissée Muriel sur la ligne WhatsApp 17 88 60. Le pardon libère l'âme. Et je crois que ça englobe, cette phrase vient englober tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission. Il fait disparaître la peur. Oui. C'est intéressant, oui, parce que à partir du moment où l'on est dans un ressentiment permanent, donc dans un rôle de victime de quelqu'un dont on a subi quelque chose, mais finalement de la vie en général, eh bien, on est dans la peur. Mais là, il dit que oui. Et finalement, se pardonner par ce parcours de résilience, c'est finalement retrouver un pouvoir. Et nous rend plus forts. C'est pourquoi le pardon. Alors, elle a écrit est une âme, mais je pense que c'est une arme si puissante. Je pense que c'est ça. C'est plutôt arme. Oui. Le pardon est une arme si puissante. Et vous en avez fait la démonstration ce soir, mais il y a quand même un cheminement qu'il faille avoir pour être dans cette posture. Alors oui, ce cheminement, vraiment, ça me permet de faire un peu le point. Le premier cheminement, c'est de sortir du déni. La meilleure façon, et c'est ça le gros souci, il y a plein d'affaires qui ressortent en ce moment, où des victimes d'abus sexuels, etc., on va dire pardonne, ou voilà. Et on va empêcher aux personnes d'exprimer ce qui a été vécu. D'accord ? Et donc, c'est l'inverse du pardon. Là, cette personne-là ne peut pas pardonner puisqu'elle ravale, elle renferme, elle enfouit. Parfois jusqu'à oublier même, mais ce mal subi, il est là. Et il va donner des traces, parfois même psychocorporelles, en termes de malaise physique, malaise psychophysique. Et donc, la première étape de quelqu'un qui vient pour se libérer, c'est de reconnaître, d'aller regarder. Et cette deuxième étape, donc après cette reconnaissance, c'est qu'est-ce que je choisis d'en faire. Parce que peut-être que oui, je vais pas réussir à excuser. Parfois on peut trouver non pas des excuses qui comment on pourrait dire, amoindrissent ce qui a été vécu, mais des éléments de compréhension. Mais parfois il y en a même pas, et il y a peut-être même pas à chercher. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Et c'est la résilience à ce moment-là. Et donc, bien sûr, ça peut permettre aussi, bien sûr, d'avoir des discussions, d'avoir mais parfois c'est pas possible. Parfois la personne elle est morte, et parfois c'est quelque chose de général. Vous savez, il y a cette personne, je voudrais vraiment citer son livre, il s'appelle Mena Gold Compagnon, Apprivoiser le pardon. Son livre, c'est Apprivoiser le pardon. Cette femme a perdu ses 2 enfants et son ex-mari, enfin son mari. Son mari a mis le feu dans sa maison. Il s'est tué avec ses 2 enfants. D'accord ? Et cette femme, donc elle est thérapeute, elle a écrit ce livre Apprivoiser le pardon, où là, la personne qu'elle devait pardonner n'était pas là. Comment pouvez-vous... voilà. Donc il y a eu un chemin, et elle exprime vraiment dans ce livre comment le pardon, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de notre rapport de nous à nous-mêmes et de décider. Et elle fait un jeu de mots sur cette notion de pardon, où elle dit que le pardon, c'est finalement arriver à
choisir de voir l'épreuve comme un don qui nous a été fait. Et qu'est-ce que je rends à la vie vis-à-vis de ça? Alors dit comme ça a l'air complètement abstrait, mais c'est quelqu'un qui a réellement vécu un réel drame qui, je pense... Là, quand je parle, ça a l'air très abstrait, mais là, c'est un cas très concret de quelqu'un qui a traversé ce qu'on peut considérer comme le pire. Il faut aller puiser cette force qu'on ne connaissait pas au départ pour pouvoir pardonner comme ça, c'est ça? Parce que la force qui arrive au moment où on se dit, peut-être qu'il faudrait que j'entre ou que je débute une phase de guérison qui va passer par le pardon, la résilience, etc. Parce qu'on voit bien que c'est un certain processus. C'est un chemin, c'est un processus. Ça vient pas comme ça, hein. Non. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est déjà quand on a compris, c'est long, ça peut être long, mais déjà ça prend, le point de départ, c'est d'accepter de voir les choses autrement. Parce qu'on peut aussi passer sa vie, c'est comme pour tout, avec des croyances et des idées fixes qui nous empêchent de réellement pardonner, alors qu'on croit peut-être qu'on pardonne, mais en fait pas du tout. Il y a plein de gens qui disent qu'ils pardonnent, mais il y a cette phrase « j'ai pardonné mais j'oublie pas ». Oui, c'est ça. Non, ça va pas. Hein, vous pouvez pas être dans le pardon si vous ressassez tout le temps des choses. Quand vous dites voir les choses autrement, c'est comme s'il fallait essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive, pourquoi ça vient à nous, pourquoi on est en train de vivre cette épreuve, on est en train d'essayer de mettre des mots dessus. Oui, ça peut passer par la compréhension, et c'est vrai que notamment Ménagol Compagnon a une dimension spirituelle. Donc c'est vrai qu'il y a parfois ça peut être des clés aussi d'aide, de comprendre la dimension peut-être karmique de certaines choses, de certains événements. Ça peut être un baume, mais plus globalement, par rapport à ce que je disais, c'est cette décision de qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je choisis de me laisser mettre à terre en entretenant la croyance que ce n'est pas de ma faute et de me punir une deuxième fois de ce que j'ai vécu en accordant à une situation, à un passé, à des événements tout un poids qui me condamne réellement? Ou est-ce que je choisis ce travail qui n'est pas un travail évident, mais de guérison et de libération. Et en fait, ça me fait penser, je voulais juste terminer dessus, je vais juste évoquer la notion de cercle du pardon. Je vous invite à aller regarder les cercles du pardon. Pour le mental, c'est complètement à l'envers, et ça peut être susciter des réactions mentales, égotiques. Le cercle du pardon, figurez-vous, je vais faire vite, les gens se réunissent, et en fait, ils se connaissent pas, ils vont aller demander pardon. Je te demande de me pardonner à chacune des personnes. Qu'ils connaissent pas, il y a rien. Donc on est en cercle. Et alors l'un après l'autre, je te demande pardon, je te demande de me pardonner. Alors sur le cercle, s'il y a 10 personnes, parfois il y en a 25. Voilà, 25 personnes, vous dites aux 25 personnes pardon, c'est ça. Et figurez-vous que c'est incroyable parce que les témoignages, c'est que chaque personne devant laquelle vous vous trouvez, vous lui demandez ça, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et cette phrase, je te demande de me pardonner, s'il te plaît pardonne-moi, c'est un puissant, d'après ce que disent les thérapeutes, donc c'est un puissant activateur de guérison parce que ça te permet de dépasser la dualité, moi je suis victime et je suis victime. On parle véritablement à l'être intérieur là. Oui. Mais alors qu'on est tous en train de chercher à pardonner, on va demander pardon. Mais je ne peux pas l'expliquer là comme ça, mais il y a quelque chose qui switch. Finalement, c'est le pardon tout court qui se fait. En demandant pardon, on pardonne. Il y a des gens qui disent, voilà, quand je me suis retrouvé devant telle personne, j'ai vu ma tante. Et au lieu, cette tante vis-à-vis de laquelle j'ai des griefs, je lui demande pardon et là, mais c'est assez, mince, on pourra pas développer, c'est assez litaniesque quand même, parce que je te demande pardon 25 non, mais ça fois. Non, ils prennent le temps, c'est posé, c'est cadré, c'est pas... non, je prends le temps, je regarde dans les yeux et je suis en présence. Il y a une autre technique qui est plus connue, Ho'oponopono. Je t'aime, désolé, pardon, merci. Là pareil, je demande pardon en pensant à la personne
dont je crois avoir reçu les pires choses de ma vie, et c'est moi qui te demande pardon. C'est le pardon inversé, qui dépasse la dualité victime-bourreau, etc. Je n'ai vraiment pas vu l'heure. Moi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On va demander pardon aux auditeurs. Oui, pardon. Je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à dire sur le pardon. Et merci beaucoup, Steve Tailami, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté 21h, l'information. Il est 2h.